Alors, bonjour à tous. Je voudrais qu'on entame un nouveau chapitre sur les mécanismes de l'évolution qui sont importants. Donc, on en a un petit peu parlé en quatrième. On va voir ça de manière beaucoup plus approfondie jusqu'à la fin de l'année. On va partir de fossiles. Les fossiles, ce sont des restes, des traces d'êtres vivants. On découvre des fossiles comme ça dans la roche et clairement on arrive à dire ah bah ça c'est une fougère, hein, on connaît, on en a encore. Ça aussi, ça a l'air d'être une sorte de prêle, pareil, on connaît, on en a déjà vu dans nos forêts, dans les milieux un peu humides. Bon, ça par contre, clairement, on ne connaît pas. Ça existe, ou en tout cas ça a existé, mais ça n'existe plus. Donc parmi les végétaux, il y a des espèces qui sont pas tout à fait celles actuelles, et il y a des espèces qui n'existent plus du tout, qui ont existé et qui ont disparu. Donc, on a une biodiversité passée qui n'est pas la même que la biodiversité actuelle. Et ce qui est valable pour les végétaux est bien sûr valable pour les animaux. On a des animaux ici qu'on n'a jamais vus. Euh, on ne les voit que en fossiles. Ils ont 3 lobes. Un, 2, 3, 1, 2, 3. C'est ce qu'on appelle les trilobites. Ça ressemble vaguement à une sorte de cloporte, ça vivait dans la mer, mais finalement peut-être plus à bref, c'est un arthropode, ça c'est sûr. On a trouvé des restes d'énormes lézards, de lézards terrifiants qu'on a appelés les dinosaures, hein, lézards terrifiants, qui n'existent plus, alors là clairement, mais qui ont existé. Et clairement ils n'existent plus parce que c'est tellement gros qu'on les verrait. Et on retrouve pas mal de restes dans certaines couches de roches. Pareil ici, hein, on est dans les Alpes et puis on est tout en haut de la montagne, là, dans les roches, on voit des restes comme ça, de sortes de coquillages qu'on a appelés ammonites. Et puis là, bah, clairement, ça doit ressembler à des éléphants. C'est pas tout à fait des éléphants, la taille est plus petite, la forme du crâne n'est pas la même, les défenses sont pas du tout les mêmes, hein. Ici, c'est un mammouth. Donc, on a une biodiversité qui est différente. On peut mettre comme ça différents fossiles sur une sorte d'échelle. La vie est apparue il y a 3,8 millions d'années. Les premières, les premières cellules avec des traces de vie un petit peu... oui, 3,8 millions d'années, c'est 3,5, c'est les premiers, mais on a des études qui la mettent à 3,8 milliards. L- euh, tous ces individus, tous ces êtres vivants ont poursuivi une évolution. On est loin des cellules uniques et puis on a au fur et à mesure des êtres vivants constitués de plusieurs cellules, constitués d'organes, avec des systèmes nerveux plus ou moins bien développés, etc., etc. En fonction de là où on trouve les fossiles, on va donner un nom d'âge. Par exemple, là où on trouvait beaucoup de primates, on a appelé ça le paléogène. Et puis, il y avait toute une partie de roche qui était surtout faite de craie, qu'on a appelé ça le crétacé. Et à l'intérieur, on y trouvait beaucoup de dinosaures. Une autre partie de roche où on y trouvait d'autres dinosaures qui a été déterminée dans le Jura, on l'a appelé le Jurassique, etc., etc., etc. Ainsi, lorsque l'on trouvait un fossile, on savait plus ou moins que c'était typique de tel étage, et donc on pouvait dire que si on était dans l'Ordovicien, le Silurien ou n'importe quel autre étage. Plus tard, avec l'évolution des techniques en géologie, on a réussi à donner un nom, un âge à ces noms. Par exemple, on a réussi à déterminer que le Carbonifère se situait entre 360 millions d'années et 300 millions d'années. Donc les grandes forêts carbonifères, de grandes fougères arborescentes avec des forêts énormes qui ont ensuite disparu. Et quand elles se sont fossilisées, elles ont donné ce que tout le monde connaît, le pétrole avec des grandes nappes de pétrole formées de ces immenses forêts. Voilà. On a donc une biodiversité qui a évolué. Quand on regarde un peu tous ces êtres vivants, ben on s'aperçoit
que la biodiversité, elle augmente. Et puis de temps en temps, tac, ça chute. Et puis ça se rediversifie. Et puis il y a une chute. Ça se rediversifie. Et puis il y a une chute. On calcule cette diversité en nombre de groupes d'espèces. Donc, quand on a une chute du nombre de groupes d'espèces, on appelle ça une crise biologique. Différentes choses peuvent être la cause de ces disparitions. Par exemple, une baisse brutale du niveau marin, un impact météoritique, comme il s'est passé il y a 65 millions d'années, ou un volcanisme extrêmement intense qui a complètement modifié l'atmosphère avec la lumière qui passait plus, des changements climatiques importants, hein, comme par exemple des périodes glaciaires, interglaciaires, etc. Donc on a comme ça des disparitions d'êtres vivants. À chaque fois qu'on fait disparaître des espèces, on libère des niches écologiques et donc il y a les espèces qui, elles, sont restées vont prendre la place, vont s'en emparer et vont énormément se diversifier. Donc on a une chute rapide, mais finalement on a ensuite de nouveau une apparition d'espèces assez rapide. Donc ça c'est un petit document qui est dans le PDF que je vous laisse lire et comprendre à votre rythme. Je vous demande ensuite de faire cette petite activité où on parle d'une 6e crise biologique à cause des activités humaines. Il y a la correction juste en dessous de l'activité dans le fichier PDF. Et puis, je vous demande de faire chez vous, sans rien d'autre, cette activité-là. On est sur l'exemple de la phalène du bouleau. On voit là un papillon qui est blanc sur un bouleau. Normalement, le bouleau, il est blanc. Et puis, on a là une phalène qui, elle, est plus foncée. Il se trouve que avec la révolution industrielle, pardon, on a de plus en plus de charbon. Et donc ça fait de la pollution qui colore, qui détruit les lichens des troncs et qui, du coup, ces troncs qui sont normalement blancs, comme ils n'ont plus de lichens à cause de la pollution, et ben on ne voit plus les lichens, mais le tronc qui est foncé. Imaginez bien un oiseau qui se nourrit de papillons de nuit, d'insectes. Celui qui va voir là, c'est celui-ci. Donc celui-ci, clairement, il va se faire bouffer. Alors que lui, non. Donc est-ce qu'il n'y a pas là une pression sélective sur une couleur de phalène? Je vous laisse observer ces documents, c'est-à-dire à citer les données, etc., etc. Bon courage à vous et à bientôt.